Pendant que j'étais en voyage d'affaires, ma sœur et son mari se sont introduits chez moi et ont pris tout ce que je possédais de valeur. Ils ont laissé un court mot sur la table, « Tu peux toujours gagner plus d'argent. Nous en avons plus besoin que toi. » J'ai souri en le lisant et j'ai tranquillement sorti mon téléphone. Le jour suivant, ils étaient devant ma porte suppliant et réalisant enfin ce que ce mot venait de leur coûter. Je m'appelle Manon Dubois. J'ai 38 ans. Et le jour où ma sœur et son mari ont décidé de s'introduire chez moi et de la vider entièrement a été le jour où j'ai enfin cessé de confondre être de la même famille et être en sécurité. Je venais de rentrer à Lyon après un voyage de travail de 3 jours à Londres, encore en tailleur, traînant ma valise sur les marches de ma petite maison de ville à la Croix-Rousse, ne pensant à rien de plus dramatique qu'une douche chaude et un plat à emporter. La première chose qui m'a semblé anormale, c'était le silence. Pas de faible bourdonnement du réfrigérateur, pas de léger déclic du thermostat, juste cet écho creux quand j'ai fermé la porte derrière moi. Puis j'ai vraiment regardé autour de moi. Le salon était vide. Mon canapé en cuir, disparu. La télévision de 65 pouces, disparue. La table basse, le tapis, même la lampe que j'avais assemblée à 2 heures du matin après trop de café. Tout avait disparu. Ma cuisine, des comptoirs nus et une marque sur le sol là où le réfrigérateur se trouvait. Une seconde, mon cerveau a pensé à un cambriolage professionnel, jusqu'à ce que je le voie. Une seule feuille de papier sur l'îlot de cuisine, arrachée d'un de mes propres bloc-notes, avec une écriture que je connaissais mieux que la mienne. Tu peux toujours gagner plus d'argent. Nous en avons plus besoin que toi. Pas d'excuses. Pas de peut-être. Juste un sentiment de dû à l'encre noire. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai même ri. Ce petit rire sec qui m'a surprise moi-même. J'ai sorti mon téléphone et ouvert 2 applications, ma banque et ma sécurité résidentielle. Si vous voulez savoir comment ce petit mot suffisant a conduit la police à leur porte et ma propre sœur sur mon porche le lendemain, me suppliant de la sauver du désordre qu'elle avait créé, restez avec moi jusqu'à la fin. Quand les gens voient le désordre qu'est devenu ma vie, ils supposent toujours que j'ai été gâté et que tout m'était dû en grandissant, comme si je l'avais mérité d'une manière ou d'une autre. La vérité est que, quand j'avais 18 ans, la seule chose que je possédais était un sac de sport à moitié rempli et une pile de brochures universitaires. Mes parents sont morts sur une autoroute près de Villefranche-sur-Saône quand un conducteur ivre a traversé le terre-plein central et les a percutés de plein fouet. Un appel du gendarme et mon monde entier s'est brisé en 2. Ma sœur avait 23 ans à l'époque, déjà mariée, travaillant déjà, menant déjà une vie d'adulte dans un minuscule appartement en ville. Pendant que nos tantes et oncles chuchotaient sur ce qu'il fallait faire de Manon, comme si j'étais un chien errant, elle a simplement dit « Elle vient avec moi ». Et c'est tout. Elle a parlé à l'aide financière, a pris des quarts de travail supplémentaires et a réussi à me permettre de fréquenter une université privée à Lyon au lieu de tout laisser tomber pour travailler à plein temps. Elle m'a acheté un MacBook tout neuf quand mon ordinateur portable d'occasion est littéralement mort au milieu des partiels, a payé la caution pour une chambre de dortoir afin que je puisse vivre sur le campus ma première année. Et me glisser quelques centaines d'euros chaque mois pour que je n'ai pas à choisir entre les manuels et les courses. Je travaillais à temps partiel dans un café. Mais soyons honnêtes, la seule raison pour laquelle j'ai obtenu mon diplôme de marketing à temps est que son mari et elle ont discrètement porté un poids qu'ils n'auraient jamais dû porter. Quand j'ai décroché mon premier emploi dans une petite agence de publicité du centre-ville, puis que j'ai été promu dans une grande agence numérique à la Pardieu, j'ai juré de passer le reste de ma vie à rembourser cette dette. Je payais les additions au restaurant sans sourciller, je leur offrais des cadeaux d'anniversaire plus beaux que ceux qu'ils avaient jamais eus, j'ai aidé pour un paiement de voiture pendant une période difficile, et je disais à quiconque voulait l'entendre que ma sœur m'avait sauvé la vie. Alors, quand ils ont commencé à demander à emprunter un peu d'argent ici et là pour des réparations de maison, un week-end au lac d'Annecy, des factures en retard, je n'ai même pas pensé à le remettre en question. Dans ma tête, c'était juste l'ordre naturel des choses. Il m'avait sorti de l'enfer quand j'avais 18 ans. Et maintenant que j'avais enfin un salaire stable dans une carrière, c'était à mon tour de m'assurer qu'il n'aurait plus jamais à ressentir ce genre de peur. Je n'avais aucune idée que je leur apprenais lentement que mon portefeuille, mon avenir, et finalement toute ma maison, étaient à leur disposition. Gravir les échelons à l'agence, c'était comme entrer enfin dans la vie pour laquelle ma sœur avait si durement travaillé pour me l'offrir. À 35 ans, j'étais directrice de compte senior avec un salaire décent, des bonus quand les campagnes réussissaient, et assez d'économies pour arrêter de regarder les annonces immobilières comme si c'était un fantasme.
Je suis tombée amoureuse d'une maison de ville étroite en briques à la Croix-Rousse avec un petit jardin clôturé à l'arrière, juste assez grand pour un barbecue et quelques chaises de jardin. Je me souviens d'avoir appelé ma sœur en FaceTime depuis le salon vide, faisant tourner la caméra pendant que ma voix tremblait d'excitation. Elle a ri, m'a dit à quel point elle était fière et a plaisanté en disant que j'étais officiellement la riche. À l'époque, cela semblait gentil. Après mon emménagement, son mari et elle ont commencé à passer plus souvent. Au début, c'était des choses saines, des dimanches avec des hamburgers sur le grill, les enfants des voisins qui couraient partout, du vin bon marché de Carrefour sur la table du patio. Nous restions assis là à parler du chemin parcouru depuis la petite maison de location où nous avions grandi. Et je pensais honnêtement que c'était les jours les plus heureux de ma vie d'adulte. Puis les emprunts ont commencé. Ma sœur a demandé si elle pouvait prendre ma Nespresso pour une semaine parce que leur cafetière était morte et que la paie n'arrivait que dans quelques jours. Pas de problème. Puis elle a eu besoin de mes couteaux de cuisine haut de gamme parce que les siens étaient trop émoussés pour couper quoi que ce soit. Puis mon mixeur supplémentaire pour une fête. Son mari a commencé à piocher dans mes outils dans le garage, prenant ma perceuse, mon détecteur de montant, mon jeu de douilles, toujours pour un projet qu'il jurait de rapporter après. Au début, je n'ai même pas enregistré cela comme une tendance. Quand quelque chose ne revenait pas, j'envoyais un texto léger du genre « Et, tu as toujours mon mixeur ?» et je recevais une réponse désinvolte. « Oh mon Dieu, oui. Désolé, j'ai complètement oublié. Je l'apporterai dimanche. » Parfois, le dimanche arrivait et passait sans que rien apparaisse. Si j'insistais, ma sœur soupirait et me rappelait très nonchalamment comment elle avait maximisé ses cartes de crédit pour me garder à l'école. Ou comment il m'avait accueilli quand personne d'autre ne voulait de moi. Son mari me lançait, mi-blagueur, mi-piquant, « Tu gagnes plus en un mois que nous en un an à l'époque. » Achetant un plus récent, non. Je l'ai pris à la légère au début, mais quelque chose dans ma poitrine a commencé à se serrer chaque fois que je le voyais entrer dans mon garage sans demander. Finalement, j'ai changé le code de ma serrure intelligente pour la porte latérale et j'ai commencé à dire des choses comme « Oh, cet outil est au bureau » ou « Je l'ai prêté à un collègue » quand il demandait à prendre autre chose. En surface, nous sourions toujours sur les photos de famille, trinquions toujours aux anniversaires, échangions toujours des mèmes dans la discussion de groupe. Mais en dessous, je pouvais sentir le changement. Quelque part en cours de route, ma gratitude s'était transformée en une invitation ouverte pour qu'ils traitent tout ce pourquoi j'avais travaillé comme si c'était déjà à eux. L'année où tout a explosé, mes promotions ont finalement rattrapé mon style de vie. Après des années de meubles dépareillés et de soldes, j'ai décidé que ma maison pouvait enfin ressembler à celle d'une professionnelle d'une trentaine d'années, et non à une garçonnière d'étudiant. Mon bonus est tombé et j'ai tout misé. J'ai acheté une télévision OLED de 65 pouces à la Fnac, un canapé sectionnel en cuir qui s'accordait vraiment avec la pièce au lieu de ce qui était le moins cher, un réfrigérateur intelligent en acier inoxydable qui s'allumait quand on frappait dessus, un nouveau lave-vaisselle. Même un thermostat Nest pour que ma facture d'énergie arrête de faire le yo-yo. J'ai passé des week-ends à comparer des nuanciers de peinture et à parcourir Pinterest au lieu de découper des coupons. Et je me souviens avoir pensé très clairement, c'est la première fois de ma vie que mon argent me revient enfin. Les vieilles affaires, cependant, étaient encore parfaitement utilisables, le canapé basique, la machine à laver légèrement bruyante, l'ensemble de salle à manger usé mais fonctionnel. J'ai appelé ma sœur un soir et j'ai dit, « Eh, si tu veux quoi que ce soit de tout ça, je t'aiderai à le charger. C'est à toi. » Elle a ri, mais il y avait une certaine aigreur dans sa voix. « C'est bon pour nous, » a-t-elle dit. Son mari a crié quelque chose en arrière-plan sur le fait de ne pas vouloir des affaires d'occasion. Les mots m'ont piqué plus que je ne voulais l'admettre. J'ai haussé les épaules, j'ai programmé une collecte avec une association caritative locale, j'ai regardé des étrangers emporter des meubles que j'avais eu du mal à me payer, et je me suis dit que cela irait à quelqu'un qui en avait vraiment besoin. Une semaine plus tard, mon patron m'a annoncé que je partais à Londres pour une conférence marketing de 3 jours, vol, hôtel, indemnité journalière, tout le programme. C'était comme l'une de ces étapes où l'on se dit, tu as réussi. J'ai vérifié les serrures 3 fois, activé ma serrure intelligente, regardé les petites lumières bleues de mes caméras de sécurité, et je me suis dirigé vers l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry avec mon bagage à main et ma sacoche d'ordinateur. Le voyage lui-même fut un tourbillon de conférences, de cafés et de salles de bal d'hôtels fluorescentes.
J'ai pris une part de pizza grâce à Piccadilly Circus entre deux sessions et j'ai envoyé un selfie à ma sœur depuis le bar de l'hôtel avec une blague sur le fait de me comporter enfin comme une vraie femme d'affaires. Elle a répondu avec un emoji pouce levé et un message « N'oublie pas les petites gens comme nous », que j'ai pris pour une blague à l'époque. Quand je suis revenu à Lyon et que j'ai traîné ma valise jusqu'à ma porte d'entrée, vous savez déjà ce que j'ai trouvé. Ce silence inquiétant, ces pièces vides, ce mot manuscrit sur mon propre papier à lettres comme la chute d'une blague cruelle. Debout dans ma cuisine dévalisée, j'ai déverrouillé mon téléphone et ouvert mon application de sécurité. Il m'a fallu environ 30 secondes de défilement pour les trouver. Ils étaient là sur mon écran, clairs comme le jour, garant un camion de location dans mon allée en plein après-midi, riant en emportant ma télévision, mon canapé, mes boîtes, même le petit chariot-bar que j'avais construit dans un élan d'ambition Pinterest. À un moment donné, ma sœur s'est approchée de la caméra, a regardé droit dedans, et l'a légèrement tournée comme si elle pensait qu'incliner l'angle effacerait l'enregistrement. Ce ne fut pas le cas. Je l'ai regardé poser ce mot sur mon comptoir et le lisser avec la paume de sa main. C'est à ce moment précis que tout ce qui restait de mon déni s'est évaporé. Ce n'était pas un malentendu ou une faveur familiale maladroite qui avait mal tourné. Ils avaient attendu de savoir que je serais parti pendant des jours, s'étaient introduits chez moi et m'avaient dévalisé parce que, dans leur esprit, je gagnerais toujours plus d'argent. Je suis passé à mon application bancaire et, en quelques clics, j'ai annulé tous les virements automatiques que j'avais mis en place pour eux au fil des ans. De l'aide mensuelle pour les courses à la centaine d'euros supplémentaires que j'envoyais chaque fois qu'ils laissaient entendre que les temps étaient durs. Puis j'ai ouvert mes messages et j'ai recherché un contact que je n'avais pas utilisé depuis un moment, une amie d'université qui avait fait des études de droit et travaillait maintenant comme avocate au centre-ville. J'ai fait glisser mon pouce sur les extraits de mes caméras, j'ai joint la photo du mot, et j'ai tapé cet mot que je n'aurais jamais pensé adresser à ma propre famille, je crois qu'il est temps que j'arrête de payer. Mon ami n'a pas perdu de temps. Moins d'une heure après que j'ai envoyé les vidéos et le mot, j'étais assise en face d'elle dans un petit bureau du centre-ville, ma valise toujours dans un coin parce que je n'étais même pas rentré chez moi pour la défaire correctement. Elle s'appelle Claire. Nous étions à l'université ensemble avant qu'elle ne parte en faculté de droit, et elle a cette façon calme et chirurgicale de regarder un désordre et de le décomposer en morceaux que la loi comprend. Elle a regardé les extraits 2 fois, a zoomé sur le visage de ma sœur, a lu le mot, puis s'est adossée à sa chaise et a dit très doucement, « Manon, ce n'est pas un désaccord familial. C'est un cambriolage. Ils se sont introduits par effraction. Ils ont emporté des biens. Et ils ont laissé des preuves sans vantant. » L'entendre en termes juridiques m'a tordu l'estomac, mais cela a aussi apaisé quelque chose en moi. Nous avons rédigé une lettre de mise en demeure sur le champ. Elle exposait tout en détail, de manière froide, ennuyeuse et terrifiante, les dates d'achat de mes meubles et appareils électroménagers, la valeur de chaque article, des captures d'écran de mon système de sécurité montrant ma sœur et son mari les emportant, et une copie du mot. Elle leur donnait 24 heures pour tout retourner en état de marche et payer les dommages à ma serrure et à mon garage, sinon Claire m'aiderait à déposer une plainte officielle auprès de la police pour vol et cambriolage résidentiel. Nous l'avons envoyé par courriel recommandé et par courrier express à leur adresse en banlieue. Pour la première fois de ma vie, j'ai cliqué sur « Envoyer » pour quelque chose qui pourrait réellement mettre ma propre famille menottée. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Non pas parce que je doutais de ce que je faisais, mais parce que je rejouais sans cesse chaque moment où je leur avais donné de l'argent ou les avais sortis d'affaires, me demandant quand ils avaient décidé que la générosité me rendait faible. Le lendemain, le délai est passé sans appel, sans excuse, sans camion reculant dans mon allée pour ramener ma vie à la maison. À la place, j'ai reçu un texto de ma sœur qui disait « Tu dramatises. On te remboursera quand on pourra. Ne mêle pas des étrangers aux affaires de famille. » Son mari a ajouté « Jamais tu n'iras vraiment voir les flics. Arrête de bluffer. » 10 minutes après l'expiration du délai, je suis entré dans le commissariat de police local avec le dossier de Claire à la main et mes images de sécurité sur une clé USB. L'officier à l'accueil avait l'air sceptique jusqu'à ce qu'il regarde la vidéo et lise le mot. Après cela, tout s'est accéléré. Ils ont pris ma déposition, enregistré les preuves, et en fin d'après-midi, il y avait une voiture de police devant la maison de ma sœur. Je n'étais pas là pour le voir, mais un voisin m'a envoyé une photo plus tard, ma sœur et son mari sur la pelouse, les mains derrière le dos, le visage blême pendant que toute l'impasse regardait. Quelques heures après qu'ils aient été traités et relâchés, on a frappé à ma porte d'entrée si fort que la vitre a tremblé. J'ai d'abord vérifié la caméra.
Ils étaient là, sur mon porche, toujours dans les vêtements avec lesquels ils avaient été arrêtés. Le mascara de ma sœur avait coulé sur son visage, la mâchoire de son mari était si serrée qu'on aurait dit qu'il mâchait du métal. J'ai ouvert la porte juste assez pour faire glisser la chaîne de sécurité et je les ai regardés à travers l'entrebâillement. « Manon, s'il te plaît », sanglota ma sœur, tendant la main vers la porte comme si elle pouvait l'ouvrir plus grand. « Dis-leur que c'était un malentendu. On rapportera tout. On réparera la serrure. Ne fais pas ça. » Son mari est intervenu, la voix vive et désespérée. « Tu ruines nos vies pour une télévision et un canapé. On se noyait. Tu as de l'argent. Tu peux acheter des nouvelles choses. Ils nous ont mis en cellule, Manon. Tu comprends ce que ça signifie pour mon casier judiciaire ? Je les ai laissés parler. J'ai laissé la panique se déverser. Et puis j'ai dit aussi calmement que possible, vous aviez 24 heures pour agir comme une famille. Vous avez choisi d'agir comme des voleurs. Voici ce qui se passe ensuite. Le visage de ma sœur s'est décomposé comme si je l'avais giflé. Son mari a commencé à jurer à voix basse, me traitant de sans-cœur, d'égoïste, d'ingrate. Je n'ai pas pris la peine de discuter. J'ai simplement fermé la porte jusqu'à ce que le loquet s'enclenche et je suis resté là, écoutant leur voix s'estomper alors qu'ils s'éloignaient enfin. Pour la première fois depuis mes 18 ans, j'ai réalisé que ce n'était pas moi qui avais besoin d'être sauvé dans cette famille. Le procès est arrivé plus vite que prévu. Quelques semaines après cette nuit sur mon porche, j'étais assise dans une salle d'audience au mur lambrissé du tribunal de grande instance de Lyon, Claire à mes côtés, regardant ma sœur et son mari entrer en traînant les pieds, vêtus de costumes empruntés qui ne leur allaient pas tout à fait. C'était la première fois que le juge prononçait leur nom à voix haute dans cette pièce, Amélie Bertrand et Thomas Bertrand. Et pendant une seconde, j'ai eu l'impression de regarder des étrangers. Le procureur a diffusé les images de sécurité sur un écran, s'arrêtant sur le moment où Thomas forçait ma porte arrière avec quelque chose, sur Amélie sortant avec ma télévision, et sur eux deux chargeant mon canapé dans le camion de location. Puis il a brandi le mot dans une pochette en plastique et l'a lu mot pour mot, « Tu peux toujours gagner plus d'argent. Nous en avons plus besoin que toi. » Claire avait organisé chaque reçu, chaque photo de mes meubles et appareils dans ma maison avant qu'ils ne les prennent, chaque relevé bancaire prouvant ce que j'avais payé et quand. La défense a essayé de présenter cela comme un malentendu, disant qu'il pensait avoir une permission implicite à cause de toutes les fois où nous nous étions entraidés au fil des ans, qu'il ne faisait que emprunter, et avait l'intention de me rembourser. Le juge n'avait pas l'air impressionné. Il a souligné, d'un ton calme et mesuré, que l'emprunt ne nécessitait jamais de forcer une serrure, d'attendre que quelqu'un soit hors du pays ou de laisser un mot de raillerie derrière soi. À la fin, il les a déclarés coupables de vol et de dégradation de biens et les a mis en probation pour 2 ans. Il leur a ordonné de payer des amendes de 5 000 € chacun et de restituer tous mes biens en bon état ou de me rembourser la valeur de remplacement totale plus le coût de la réparation de ma porte, de ma serrure intelligente et des planchers éraflés sur lesquels ils avaient tout traîné. Je n'ai pas applaudi. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste senti un lourd soulagement s'installer dans ma poitrine. Comme si, enfin, l'univers écrivait noir sur blanc que ce qu'ils avaient fait n'était pas juste un drame familial. C'était mal. Une semaine plus tard, j'étais assise dans un autre bureau. Celui-ci plus calme, avec une pile de papiers différentes devant moi. Claire a fait glisser un Nouveau Testament sur le bureau et a tapoté là où je devais signer. Quand j'avais 18 ans, la voiture de mes parents a traversé le terre-plein central et je me suis retrouvé sur le canapé de quelqu'un d'autre parce qu'il n'avait pas réglé ces choses-là. J'ai refusé de répéter cela. Dans mon plan initial, s'il m'arrivait quelque chose, tout ce que je possédais irait à Amélie par défaut. Maintenant, cela allait ailleurs entièrement, à une fiducie qui financerait des bourses et des groupes de soutien pour les enfants qui ont perdu leurs parents dans des accidents dus à l'alcool au volant, le même genre de cauchemar qui nous avait brisés. En signant mon nom, j'ai réalisé que je fermais la dernière porte qu'ils avaient toujours supposée resterait ouverte. Je n'ai pas eu à leur dire tout de suite, mais les nouvelles vont vite dans des familles comme la nôtre. Un cousin a mentionné quelque chose qu'il avait entendu sur « Manon qui change son testament », et en quelques jours, il y a eu une autre série de coups à ma porte. Un autre groupe de voix en colère sur mon porche. Cette fois, je n'ai même pas décroché la chaîne. La voix de ma sœur l'a percée en premier, stridente et paniquée. « Tu nous exclus sérieusement après tout ce que nous avons traversé ? Je suis ta seule sœur, Manon. À qui d'autre le laisserais-tu ?
Je l'ai regardée à travers le flux de la caméra sur mon téléphone, debout dans un chemisier froissé, des cernes sombres creusées sous ses yeux. Derrière elle, Thomas planait comme un nuage d'orage, la mâchoire serrée. « C'est vous qui vous êtes exclu, ai-je dit, en parlant dans le petit microphone pour que ma voix sorte par le haut-parleur près de la porte, le jour où vous vous êtes introduit chez moi et l'avez vidé pendant que je travaillais pour payer pour toutes nos vies. Ce n'est pas une question de vengeance. Il s'agit de ne pas récompenser les gens qui ont prouvé qu'on ne pouvait pas leur faire confiance. » Thomas s'est approché, les yeux fous. « On va perdre la maison. Tu comprends ça? Entre les amendes, le dédommagement, l'hypothèque, on ne tient qu'à un fil. Tu pourrais régler ça avec un seul chèque. Un seul. Et au lieu de ça, tu vas laisser ta propre chair et ton propre sang se noyer. » Ces mots m'auraient peut-être touché autrefois. Plus maintenant. J'ai pensé aux nuits tardives à mon bureau, au double quart, à tous ces virements automatiques que j'avais mis en place pour amortir leurs mauvaises décisions. J'ai pensé à ce mot sur mon comptoir. J'ai déjà essayé de vous sauver, ai-je dit doucement. Vous avez choisi de ressauter dans l'eau à chaque fois. Je ne coulerai pas avec vous. Amélie a commencé à pleurer, de gros sanglots étouffés, puis est devenue furieuse en un clin d'œil, me traitant de froide, d'égoïste, d'ingrate, comme si elle pouvait me faire honte pour que je redevienne leur filet de sécurité. Je leur ai dit que s'ils ne partaient pas, j'appellerais la police et demanderais une ordonnance restrictive. Il y a eu un long silence, puis pour la première fois de ma vie, ma sœur s'est détournée de ma porte sans obtenir ce qu'elle voulait. Alors qu'ils descendaient les marches de mon Porsche, passant devant des voisins qui faisaient semblant de ne pas regarder, j'ai réalisé quelque chose de simple et brutal, ils avaient enfin appris qu'il y avait une personne dans cette famille qu'ils ne pouvaient plus intimider. Culpabiliser ou voler. Ce qui est drôle quand on coupe enfin les ponts avec quelqu'un, c'est que le silence qui suit est plus fort que tous les cris qui ont précédé. Pour la première fois depuis des années, mon téléphone ne vibrait pas de textos frénétiques sur des factures en retard, d'appels à voix basse sur des cartes de crédit au maximum, ou de messages imbibés de culpabilité du genre « Peux-tu juste nous aider cette dernière fois ?» Après les dates de procès, les arrestations, les coups à ma porte d'entrée, ma maison s'est installée dans un calme étrange et lourd. Cela semblait presque anormal au début, comme lorsqu'un réfrigérateur bruyant s'arrête soudainement et que vous réalisez à quel point vous étiez habitué au bruit. Je me suis jeté dans des choses pratiques parce que c'est ce que je sais faire. J'ai fait remplacer les serrures, j'ai amélioré ma serrure intelligente et j'ai engagé une société de sécurité pour installer un système de sécurité Ring complet avec des capteurs sur chaque porte et fenêtre, des détecteurs de mouvement dans le jardin. Et des caméras qui couvraient chaque angle par lequel ma sœur et son mari s'étaient autrefois faufilés. Pendant la première ou les 2 premières semaines, je vérifiais l'application de manière compulsive, l'ouvrant à chaque craquement dans la nuit. Une partie de moi attendait toujours de voir leur visage réapparaître dans le flux, attendant un autre mot, une autre violation, une autre raison de douter que j'avais fait le bon choix. Au lieu de cela, tout ce que j'ai vu, ce sont des colis Amazon déposés sur le porche, des voisins promenant leurs chiens, et une fois un raton laveur qui semblait personnellement offensé par le couvercle de ma poubelle. Pas de cambrioleur, pas de visite familiale, juste la vie normale, ennuyeuse et anonyme. Mes meubles sont revenus par vagues à cause de l'ordonnance de dédommagement. D'abord les grosses pièces, sous surveillance, la télévision, le canapé, la table à manger. Puis des boîtes de petites choses que j'avais oublié qu'ils avaient prises, mes couvertures, ma décoration, le petit chariot-bar que j'avais assemblé en regardant des tutoriels sur YouTube. Certaines pièces étaient rayées, quelques coins étaient ébréchés, et le réfrigérateur avait une bosse qui n'était pas là avant. Mais ils étaient de nouveau à moi. Pas à moi jusqu'à ce que quelqu'un d'autre en ait plus besoin. Pas à nous parce que nous sommes une famille. Juste à moi. J'ai passé un samedi entier à tout remettre à sa place, à essuyer les surfaces, à redresser les cadres, à enrouler les cordons. Quand je me suis enfin affalé dans mon propre canapé en cuir ce soir-là, dans mon propre salon, entouré de mes propres affaires, j'ai réalisé que je ne reprenais pas seulement possession de meubles. Je reprenais possession de la partie de ma vie que j'avais discrètement cédée chaque fois que je disais oui par culpabilité plutôt que par choix. La crise étant terminée, il y avait cet étrange espace ouvert dans mes journées là où la résolution de leurs problèmes avait l'habitude de se trouver. Je ne savais pas quoi en faire au début. Je rentrais du travail et je me surprenais à vérifier instinctivement mes messages, m'attendant à moitié à une nouvelle urgence financière. Et quand il n'y en avait pas, je restais juste là dans la cuisine, ne sachant pas très bien comment simplement exister. Alors,
j'ai commencé à remplir cet espace exprès. Je me suis inscrite à un cours de yoga au centre sportif municipal à quelques rues de là, le genre avec des tapis dépareillés et un instructeur qui passait de la musique indépendante et rappelait à tout le monde de respirer. Personne là-bas ne savait qui était ma sœur ni combien de fois je l'avais sortie d'affaire. Ils savaient seulement que j'étais la femme un peu raide au dernier rang qui essayait de ne pas tomber dans la posture de l'arbre. C'était le premier endroit depuis longtemps où je n'étais pas la responsable ou celle qui a de l'argent. J'étais juste Manon. Sur un coup de tête, j'ai réservé un voyage de groupe de 4 jours dans les îles Canaries avec une de ces agences de voyage qui planifie tout pour vous. J'ai failli annuler 3 fois parce que les vieilles habitudes ont la vie dure et mon cerveau n'arrêtait pas de chuchoter, et s'ils ont besoin de toi pendant que tu es parti? Puis je me suis souvenu qu'ils n'avaient pas le droit de me contacter sauf par l'intermédiaire d'avocats, et j'ai appuyé sur confirmer à la place. Pendant ce voyage, j'ai mis mon téléphone en mode avion pendant des après-midi entiers, j'ai flotté dans l'eau salée et chaude, j'ai mangé des fruits de mer dans de petits restaurants au bord des quais. Et j'ai écouté des étrangers parler de leur vie sans me sentir responsable de régler quoi que ce soit. Un soir, assise sur une jetée les pieds ballants au-dessus de l'eau, j'ai réalisé que c'était les premières vacances que je prenais où je ne calculais pas secrètement combien il me resterait pour envoyer à quelqu'un d'autre à mon retour. De retour à Lyon, j'ai mis à jour mon profil de rencontre pour la première fois depuis des années. Non pas parce que je pensais qu'une relation réglerait quoi que ce soit, mais parce que j'avais enfin une énergie émotionnelle qui n'était pas siphonnée par des appels téléphoniques paniqués. J'ai eu des rendez-vous maladroits pour un café et quelques-uns étonnamment amusants. Et j'ai remarqué à quel point c'était différent de parler de ma famille sans minimiser ce qui s'était passé ou leur trouver des excuses. Je me suis acheté une paire de chaussures que je voulais depuis des mois, un manteau qui était nettement plus cher que nécessaire, et je l'ai fait sans ouvrir immédiatement mon application bancaire pour voir si je devais transférer le même montant à ma sœur au cas où. Quelque part en cours de route, des nouvelles sur la situation d'Amélie et de Thomas ont commencé à me parvenir. Les familles comme la nôtre sont des petites villes déguisées en lignées de sang. Rien ne reste secret longtemps. Un cousin m'a dit à voix basse, comme si nous bavardions dans un banc d'église, qu'ils avaient dû vendre leur deuxième voiture. Quelqu'un d'autre a mentionné qu'ils avaient déménagé dans une location plus petite et plus éloignée parce que l'hypothèque de leur maison était trop lourde après les amendes, le dédommagement et les pertes d'emploi. Un autre parent a laissé échapper que la vérification des antécédents d'Amélie lui coûtait des entretiens et que Thomas faisait des quarts de travail en entrepôt qui lui cassaient le dos. Rien de tout cela ne m'a rendue heureuse. Je n'ai pas dansé sur leur malheur ni porté un toast à leurs difficultés. Ce que j'ai ressenti, pour être honnête, c'était une sorte de clarté distante et sobre. Pendant des années, j'avais jeté de l'argent et du labeur émotionnel dans le trou qu'ils creusaient. Et tout ce que cela avait fait, c'était leur permettre de creuser plus profond. Les conséquences auxquelles ils faisaient enfin face n'étaient pas des punitions que j'avais inventées. Elles étaient le résultat naturel des choix qu'ils n'arrêtaient pas de faire bien après que j'ai offert des voies de sortie. Bien sûr, tout le monde ne le voyait pas de cette façon. Mon téléphone, qui avait été autrefois la ligne directe de ma sœur vers mon compte d'épargne, s'est transformé en un téléphone arabe de parents ayant des opinions. Une tante a appelé pour me dire que j'allais trop loin. Un cousin m'a envoyé un message sur Facebook, ils ont déjà tellement perdu. Ne peux-tu pas au moins les aider à se remettre sur pied? La famille doit pardonner. Le sous-entendu était toujours le même, tu as plus. Ils ont moins. Pourquoi ne te saigneras-tu pas pour eux comme avant? Je me suis retrouvé à répéter une phrase encore et encore avec des mots légèrement différents, le pardon et l'accès ne sont pas la même chose. Je peux vous pardonner dans mon cœur, vous souhaiter du bien de loin, et refuser de vous donner une autre clé de ma porte d'entrée ou de mon compte bancaire. Rien dans l'amour ne m'oblige à prétendre que vos choix n'ont pas eu d'impact. Je ne reste pas éveillé la nuit à souhaiter du mal à Amélie et Thomas. Je ne revois pas les images d'eux transportant ma télévision dans l'allée en ricanant. Je ne prévois pas de nouvelles façons de leur rendre la vie plus difficile. Ce que je fais, c'est dormir profondément dans une maison qui semble enfin sûre, sachant que je ne me porte plus volontaire pour être le coussin sous chacune de leurs chutes. S'il y a une leçon à tirer de tout cela, c'est que, famille, n'est pas un mot magique qui efface les conséquences. Les gens aiment dire que les liens du sang sont plus forts que tout, mais ils oublient que la confiance est plus fragile que le verre. Les gens qui vous aiment vraiment ne tiennent pas un compte courant de tout ce qu'ils ont fait pour vous pour l'encaisser quand ils veulent vos affaires. Ils ne transforment pas votre gratitude en levier. Ils ne décident pas que votre travail acharné est leur plan de secours. Et ils ne s'introduisent certainement pas chez vous pendant que vous êtes en train de gagner l'argent auquel ils se sentent en droit.
Fixer une limite ne vous rend pas cruel. Décider que quelqu'un qui a prouvé qu'il franchirait toutes les limites que vous tracez n'a plus droit à d'autres chances ne vous rend pas sans cœur. Parfois, le type d'amour le plus honnête que vous puissiez vous montrer est la volonté de vous éloigner des personnes qui continuent d'utiliser la famille comme un bouclier pour leur choix. Alors, si vous écoutez ceci et pensez à ce frère, cette sœur, ce cousin ou ce parent qui n'appelle que lorsque quelque chose est dû, qui vous fait vous sentir coupable chaque fois que vous envisagez même de dire non, posez-vous une question difficile, les aidez-vous vraiment? Ou leur fournissez-vous simplement les outils qu'ils utiliseront pour vous blesser à nouveau? Et si vous étiez à ma place, debout dans cette cuisine vide avec ce mot à la main, écoutant le silence remplir une maison qui était autrefois pleine d'exigences, où traceriez-vous enfin la ligne? Et vous feriez-vous assez confiance pour la maintenir? Notre équipe de Récits de revanche se consacre à la création d'histoires de vengeance émotionnelle et significatives qui reflètent des problèmes de la vie réelle tout en étant complètement fictives. Ces histoires sont créées uniquement pour partager des leçons de vie et des messages positifs et éducatifs avec nos spectateurs, non pour encourager la haine ou les représailles dans le monde réel. Ce scénario souligne l'importance de fixer des limites saines, même au sein de la famille, et montre qu'un sacrifice aveugle sans respect peut entraîner de profondes blessures émotionnelles. Il encourage les spectateurs à reconnaître les schémas toxiques, à comprendre que la famille n'est pas un laissez-passer pour abuser de la confiance, et nous rappelle que protéger notre propre bien-être est un choix responsable et nécessaire.